Je m'appelle Iago Villafuerte. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, mais l'histoire que je vais raconter s'est produite quand j'avais seulement 17 ans. À cet âge où le monde semble s'ouvrir devant vous, j'ai été obligé de le regarder d'une manière complètement différente. C'était un épisode qui a redéfini ma vie, ma vision de l'existence, du temps, de la fragilité de chaque respiration. Depuis que je me souviens, j'ai un compagnon que personne ne choisirait, l'asthme. Elle était comme une ombre constante, toujours présente, s'infiltrant à chaque instant, les moments heureux comme les moments difficiles. C'était comme si j'étais né avec une brique dans la poitrine, un poids invisible qui me rappelait, tout le temps, que je ne pouvais pas courir comme les autres, trop rire, trop m'émouvoir, ou même respirer librement. J'ai grandi à Miami dans une famille latine dynamique et aimante. Ma famille a toujours été mon fondement. Ma mère, Esperanza, était comme un ange gardien à plein temps. Elle avait un instinct presque surnaturel. Elle semblait savoir que quelque chose n'allait pas chez moi avant même que je m'en rende compte. Mon père était également présent, bien sûr, mais ma mère, elle était en première ligne. Je suppose que c'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Ils ressentent notre douleur avant même que nous la ressentions. Ma vie était, dans la mesure du possible, normale. J'allais à l'école, j'avais des amis, je riais, je faisais des projets, comme tout adolescent. Mais il y avait toujours cette peur silencieuse, cachée au fond de mon esprit, la peur d'une agression publique, de m'étouffer devant les autres, de ne pas pouvoir demander de l'aide, de simplement mourir. Et oui, c'est bizarre de penser à la mort à 17 ans. Mais quand on vit avec une maladie qui peut nous coûter la vie en quelques secondes, cette pensée n'est jamais si loin. Ma routine était stricte. Des inhalateurs dans chaque poche, des médicaments à heure fixe, des visites régulières à l'hôpital. Je connaissais mieux le docteur Manuel Alvarez que certains professeurs. Il a pris soin de moi depuis que je suis enfant, toujours avec cette manière calme, presque paternelle. Il disait que j'étais forte, une guerrière. Parfois j'y croyais, d'autres fois, pas tellement. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer à ce qui s'est passé ce matin-là. C'était censé être une journée ordinaire. Je me suis réveillé comme n'importe quel autre jour d'école, encore un peu groggy à cause du sommeil, essayant de me lever. Mais dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Très faux. L'air ne venait tout simplement pas. C'était comme si mes poumons s'étaient transformés en pierre, comme si un poids invisible écrasait ma poitrine. J'ai essayé de m'asseoir, d'atteindre la table de nuit où se trouvait toujours mon inhalateur, mais mes mouvements étaient étrangement lents, comme si je m'enfonçais dans des sables mouvants. Le désespoir commença à grandir rapidement, comme un feu de forêt. J'avais envie de crier, d'appeler ma mère, mais ma voix ne sortait pas. Seul un son rauque et étouffé s'échappa de ma gorge. C'est à cet instant, dans ce regard vers le plafond de ma chambre qui semblait tourner, que j'ai compris, ce n'était pas une attaque ordinaire. C'était autre chose, quelque chose de plus grand, quelque chose de pire. Et c'est là, au milieu de la panique et du silence, que le voyage le plus effrayant et le plus transformateur de ma vie a commencé. Le temps semblait avoir ralenti. Chaque seconde durait une éternité. J'entendais mon cœur battre fort, hors du rythme, comme s'il était sur le point d'exploser dans mes oreilles. La pièce commença à perdre ses couleurs. Tout autour de moi s'est transformé en un tableau flou, comme si la réalité s'échappait des bords. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que ma mère ne s'en rende compte. Peut-être quelques secondes, peut-être quelques minutes, mais pour moi ce fut une éternité d'angoisse. Quand elle est entrée dans la pièce, je me souviens avoir vu la terreur sur son visage. Ma mère, qui semblait toujours savoir quoi faire, était terrifiée. C'était la première fois que je voyais ça. Et c'est là qu'elle a compris, si elle ne pouvait même pas cacher sa peur, c'est que les choses étaient vraiment sérieuses. Elle est venue en courant vers moi, m'a parlé, mais les mots semblaient la flotter au loin. Je sentais ses bras autour de moi, m'aidant à me relever. Avec une force que je n'aurais jamais imaginée en elle, elle m'a porté hors de la pièce. Nous avons dévalé les escaliers comme si nous fuyions un incendie. Elle m'a mis dans la voiture et est partie à toute vitesse. Le voyage à l'hôpital était comme traverser un mauvais rêve. Les lumières de Miami défilaient en traînées floues. J'ai tout vu, mais comme si j'étais sous l'eau. Les klaxons, les phares, les sirènes au loin. Tout se mêlait à la voix de ma mère qui insistait. « Reste avec moi, mon fils, tiens bon encore un peu. » Mais c'était si difficile. Mes yeux étaient lourds. Mon corps voulait abandonner. Et là, sur ce siège auto, entre le monde des vivants et celui de l'inconnu, commença la partie la plus étrange et la plus surprenante de mon histoire. Quelque chose qui défierait toute logique, toute connaissance médicale,
et qui changerait à jamais qui je suis. Mais avant de continuer, je veux que vous compreniez une chose. Ce que je suis sur le point de vous dire peut paraître incroyable. Cela peut sembler une exagération, un délire, voire une fiction. Mais je jure, avec chaque cellule de mon corps, que c'est la vérité, ma vérité. Et j'espère qu'en partageant cela avec vous, je pourrai transmettre un peu de la lumière que cette expérience a apportée à ma vie. Car oui, au milieu du désespoir, il y a de la lumière. Nous nous sommes précipités à l'hôpital près de South Beach. Les lumières d'urgence brillantes m'ont aveuglé pendant un instant. Tout était blanc, clinique, flou. Je me souviens que des mains m'ont tiré hors de la voiture, qu'on m'a placé sur une civière et qu'on m'a emmené dans des couloirs qui semblaient en spirale. Des visages étranges défilaient devant moi. Les médecins et les infirmières se déplaçaient comme s'ils dansaient une chorégraphie répétée autour de moi. Au milieu de ce chaos, entre voix pressées et lumière crue, j'ai vu un visage familier. C'était le docteur Alvarez. Il était sérieux, plus sérieux que je ne l'avais jamais vu. Il m'a à peine reconnu d'un coup d'œil et a commencé à m'examiner. Des mots techniques flottaient dans l'air comme des fragments d'une langue que je ne comprenais pas entièrement. Faible saturation, bronchospasme sévère, épinéphrine, rapide. J'ai senti des picotements dans mes bras, des injections, des aiguilles, des tubes. Ils essayèrent de me sauver, mais tout était si rapide, si intense, que j'avais l'impression que le monde tournait plus vite que je ne pouvais suivre. Le docteur Alvarez m'a parlé, sa voix ferme mais douce. Il m'a dit d'essayer de respirer lentement. « Calme-toi, Iago. Respire. Ça passera. » Mais comment respirer lentement quand on a l'impression de se noyer dans son propre corps? Un masque était pressé contre mon visage, et l'air forcé dans mes poumons me faisait mal, comme s'il se fissurait de l'intérieur. C'était quand même comme un rayon de lumière dans une pièce sombre. Pendant quelques secondes, j'ai ressenti un soulagement. Je voulais parler. Je voulais dire que j'avais peur, que je ne voulais pas mourir, qu'il y avait encore tant de choses que je n'avais pas vécues. Mais ma bouche n'a pas obéi. Mon corps était là, mais il semblait lointain. Tout ce que je pouvais faire était de regarder ma mère. Elle tenait ma main si fort que ses doigts tremblaient. Il y avait du désespoir dans ses yeux, mais il y avait aussi de l'amour. Un amour qui semblait me garder ancré à la vie. Les minutes qui suivirent furent un tourbillon de sons, de mouvements et de bips de machines. D'autres médecins sont arrivés. Des tests ont été effectués sur place, au milieu des cris et des ordres urgents. Le docteur Alvarez ne m'a jamais quitté. Il surveillait tout, comme un capitaine essayant de garder le contrôle d'un navire au milieu d'une tempête. Petit à petit, presque imperceptiblement, j'ai commencé à ressentir les effets du médicament. Ma respiration, bien que fragile, semblait moins désespérée. Mais la peur, oh, la peur était toujours là, silencieux, chaud, vivant. C'est alors que j'ai entendu le docteur Alvarez marmonner quelque chose à une infirmière. Quelque chose comme « Laissons-nous nous reposer un peu. Le pire est passé. » Ma mère s'est penchée et m'a embrassé sur le front, et j'ai pu sentir ses larmes couler sur mon visage. Je voulais lui dire que tout irait bien, qu'elle pouvait arrêter de pleurer. Mais ma bouche était toujours silencieuse. Mes paupières étaient lourdes. C'était comme si chaque clignement des yeux m'entraînait plus profondément. J'ai lutté contre le sommeil avec toutes les forces qui me restaient, craignant qu'en fermant les yeux, je ne les rouvrirais plus jamais. Mais c'était inutile. L'épuisement m'a envahi. La dernière chose que j'ai vue avant que tout ne devienne noir était le visage aimable d'une infirmière penchée sur moi. Elle m'a dit de me détendre, qu'elle serait là avec moi. Et puis, tout est devenu noir. Mais ce n'était pas la fin. En fait, ce n'était que le début. Lorsque mes yeux se sont fermés dans ce lit d'hôpital, je m'attendais à m'endormir, d'un sommeil profond, peut-être rempli de rêves ou de silence. Et pendant un bref instant, c'est exactement ce que j'ai ressenti, cet engourdissement familier, cette sensation que le corps s'arrête, cède. Mais soudain, le poids a disparu. C'était comme si j'étais devenu de l'air, lumière, gratuit. Je n'étais plus allongé. Je ne ressentais plus d'inconfort dans mon corps. J'ai ouvert les yeux, ou du moins, c'est ce que j'ai eu l'impression de faire, et j'ai réalisé que je n'étais plus à l'hôpital. C'était un espace sombre, certes, mais pas menaçant. Il y régnait un calme étrange, une sérénité profonde. C'était le genre d'obscurité qui n'effraie pas, qui enveloppe simplement. J'ai baissé les yeux, et là, j'ai eu le choc. J'étais là, mon corps, sur la civière. Des tubes sortaient de mon nez, de mon bras. Les machines n'arrêtaient pas de biper. Les médecins étaient toujours en difficulté. Et ma mère, elle tenait toujours ma main maintenant avec son visage pressé contre le drap, priant doucement d'une voix étranglée. Mon premier réflexe a été de crier « Dites,
Maman, je suis là. Je vais bien. » Mais aucun son ne sortait. J'ai essayé de me rapprocher, mais c'était comme s'il y avait un mur invisible entre nous, une barrière faite de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai senti, mais je ne pouvais pas toucher. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai ressenti aucune douleur. Il n'y avait aucune oppression dans la poitrine. Il n'y avait aucune peur. C'était comme si un énorme poids avait finalement été retiré de mes épaules. Pour la première fois, j'étais en paix. Alors que je regardais tout d'en haut, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'encore plus étrange. C'était comme si je pouvais capturer les émotions de chacun. La peur profonde de ma mère, l'urgence et la concentration du docteur Alvarez, l'anxiété des infirmières. C'était comme si tout était connecté, et je pouvais ressentir chaque fil de cette connexion. La scène commença à s'estomper lentement, comme si la réalité se dissolvait, se fondait dans l'air. J'étais désorienté pendant une seconde, et puis, en un clin d'œil, je me suis retrouvé dans un endroit complètement différent. C'était la cuisine de ma maison, mais pas celui d'aujourd'hui. C'était la cuisine d'il y a de nombreuses années, quand j'étais enfant. La même table en bois usé, les rideaux fleuris, l'odeur des crêpes fraîchement préparées dans l'air. Et là, dos à moi, se trouvait ma grand-mère Camilla. Mon cœur s'est arrêté un instant. Elle est décédée alors que j'avais seulement 10 ans. Et pourtant, elle était là, vivant, réelle. Je remuais la pâte à crêpes comme je le faisais tous les dimanches matins, en chantant doucement une chanson espagnole que je n'avais pas entendue depuis des années, mais que ma mémoire reconnaissait immédiatement. Une vague d'émotion m'a complètement envahi. C'était comme si, soudainement, toute la douleur, les peurs et les doutes de ma vie étaient emportés par ce simple moment. Grand-mère était là, et ce n'était que le début. J'ai essayé de l'appeler. « Grand-mère », murmurai-je de toute la force que je pensais avoir, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Rien. C'était comme si je n'avais plus de corde vocale, comme si le son n'existait tout simplement pas là. Je me suis approché d'elle, ressentant un intense mélange d'espoir et de confusion, et je me suis tourné vers elle. Mais quand j'ai touché son épaule, ma main l'a traversée, comme si j'étais fait d'air, comme si j'étais un fantôme. C'est à ce moment-là que la panique a commencé à prendre forme. Ma tête tournait. Que m'arrivait-il? Étais-je mort? Était-ce un rêve? Une hallucination? Avant même que je puisse commencer à assimiler tout cela, l'odeur des crêpes, la chaleur de la cuisine, la silhouette de ma grand-mère, tout cela a commencé à s'estomper comme de la fumée dans le vent. Une seconde plus tard, j'étais à nouveau entouré par l'obscurité. Mais cette fois, je n'étais pas complètement seul. Tout autour de moi, je sentais des présences. Je ne peux pas les appeler gens, car ils n'avaient aucune forme. Il n'y avait pas de visage, pas de corps, pas de voix. C'était plutôt des essences, des silhouettes faites d'énergie, flottant, planant dans cet espace sombre. Et pourtant, chacun dégageait des émotions, confusion, tristesse, désorientation. Tout le monde là-bas semblait aussi perdu que moi. J'ai essayé de communiquer. J'ai essayé de me rapprocher d'une de ces présences, de chercher une sorte de lien, une explication. Mais c'était comme si nous étions tous piégés dans des bulles invisibles, isolés dans notre propre existence. Je pourrais ressentir les autres. Ils savaient qu'ils étaient là, mais ils ne pouvaient pas les toucher. Je ne pouvais pas les entendre. Et même eux ne pouvaient pas m'entendre. C'est dans ce vide silencieux, entre désespoir et impuissance, que quelque chose a attiré mon attention. Au loin, très loin, il y avait un point de lumière. Au début, c'était si petit que j'ai presque douté de son existence. C'était peut-être juste le reflet de mon esprit essayant de me donner de l'espoir. Mais plus je regardais, plus cette lumière grandissait, gagnant en forme, en intensité, en présence. C'était comme si, dans cette immensité sombre, il y avait un phare qui m'appelait silencieusement. Pas avec des mots, pas avec des sons, mais avec quelque chose de bien plus profond. Une certitude, un appelé. J'avais besoin d'y aller. Je ne savais pas pourquoi, certainement pas, mais chaque fibre de mon être me disait que la lumière était la réponse. Et puis j'ai tout laissé derrière moi. L'obscurité, les présences déroutantes, même la peur, tout cela a été laissé derrière moi, alors que je commençais mon voyage vers la lumière. Mais que signifie bouger dans un endroit où il n'y a ni terre ni direction? Je n'ai pas marché. Il n'a pas volé non plus. C'était comme être doucement tiré, comme un morceau de métal attiré par un aimant invisible. La lumière semblait m'appeler et me guider en même temps. Et à mesure que je m'approchais, il devenait plus grand, mais pas de manière menaçante. Au contraire, cette lumière, c'était l'étreinte la plus tendre que j'ai jamais ressentie sans bras. C'était la chaleur du soleil d'hiver sur son visage. C'était la sécurité.
c'était de l'amour. Et quand je l'ai finalement atteinte, c'était comme plonger dans un océan de paix. Là, entouré de lumière, tout a changé. Toutes les peurs, tous les doutes, toutes les douleurs de ma vie ont disparu. C'était comme si j'avais enlevé un lourd manteau que je portais depuis ma naissance, sans jamais me rendre compte à quel point il m'étouffait. À ce moment-là, je me suis senti entier, complet. Rien ne manquait. J'étais moi. Mais en même temps, c'était plus. C'était comme si je pouvais ressentir tous, la douleur et la joie du monde, la beauté de ce que c'est que de vivre, la tristesse de ceux qui partent, la force de ceux qui restent. Et puis j'ai réalisé que je n'étais pas seul là-bas. Je n'ai pas vu de chiffres en tant que tel. Il n'y avait pas de visage, pas de corps, pas de voix. Mais il y avait une présence évidente, une conscience chaleureuse qui rayonnait une sagesse ancienne, calme et profonde. Je n'avais pas peur d'elle, au contraire. J'avais l'impression d'être devant quelqu'un qui me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Cette présence s'est présentée comme mon mentor, mais pas avec des mots prononcés. C'était comme si la compréhension apparaissait simplement dans mon esprit, comme un souvenir qui avait toujours été là. Elle m'a accueilli avec une tendresse difficile à expliquer. Et avec une délicatesse sans pareille, il commença à me guider. Ce qui s'est passé ensuite était comme un voyage dans ma propre vie, mais pas comme regarder un film. C'était plus vivant que ça. Je ressuscitais à chaque instant. J'ai ressenti à nouveau les émotions, avec une intensité totale. J'ai vu des scènes de mon enfance que ma mémoire consciente avait déjà laissées derrière elle. J'ai vu les yeux de mon père s'illuminer lorsque j'ai appris à faire du vélo. J'ai senti la main de ma mère tenir la mienne le premier jour d'école. Je me suis entendu rire avec mon cousin dans le jardin, en train de courir après un cerf-volant. Mais j'ai aussi vu des moments sombres, les moments où j'étais égoïste. Quand tu mens, quand je blesse des gens sans le vouloir, ou même avec elle. La différence, c'est qu'il n'y avait pas de jugement. Je comprends juste. Mon mentor m'a tout montré avec une patience infinie. Et tandis que je regardais chacun de ces moments, elle m'a fait comprendre quelque chose de plus grand. Chaque action, chaque mot, même chaque pensée, crée une ondulation, une vibration. Et ces vagues se propagent, touchant des choses, des gens, des vies, d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Je l'ai vu le jour où j'ai défendu un camarade de classe à l'école, un garçon qui était victime d'intimidation, et que j'ai, presque sans réfléchir, protégé. Pour moi, à l'époque, ce n'était qu'un moment, une attitude presque automatique. Mais là, avec les yeux de mon âme ouverts, j'ai pu voir l'impact que cela avait eu sur sa vie, et sur d'autres vies autour de lui. C'était comme regarder une pierre tomber dans un lac, et voir les ondulations s'étendre à l'infini. Le mentor m'a montré cela avec amour. Ne pas me juger, mais pour m'apprendre. C'est alors que j'ai compris. Cette expérience, aussi surréaliste soit-elle, avait un but, et je n'avais pas encore terminé mon voyage. Durant tout ce processus de révision de ma vie, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais vécu avec autant de clarté. Un amour inconditionnel venant de mon mentor. C'était un amour qui ne vacillait pas, qui ne jugeait pas, qui n'attendait rien en retour. Peu importe ce que j'avais fait, qu'il s'agisse de bonnes actions ou d'erreurs que je portais comme des cicatrices sur mon âme, cet amour restait constant, ferme, comme la lumière d'un phare au milieu d'une tempête, et c'est alors que quelque chose de profond a commencé à changer en moi. Petit à petit, j'ai commencé à ressentir ce même amour pour moi-même, un véritable amour, sans honte, sans culpabilité ni exigence. Et presque comme par magie, ce sentiment s'est étendu, d'abord à moi, puis à tous ceux qui m'entouraient. Chaque personne qui avait croisé mon chemin, chaque inconnu qui m'avait croisé sans même connaître mon nom, ils étaient tous, d'une certaine manière, liés à moi. C'était comme si, pour la première fois, je pouvais voir la toile invisible qui nous lie tous ensemble. J'ai vu clairement, la vie ne consiste pas à courir après des choses matérielles, ni à accumuler des récompenses, des biens ou de la reconnaissance. La vie est faite de croissance, à propos de l'apprentissage, à propos de l'amour. Il s'agit des connexions que nous créons et de l'impact positif que nous laissons sur le monde. Et cela, cette vérité silencieuse, simple, immense, a pris racine en moi comme une nouvelle. Une fois la critique terminée, j'avais l'impression d'avoir été refait, pas seulement renouvelé, mais transformé. C'était comme si quelqu'un avait nettoyé un objectif poussiéreux dont je n'avais même pas réalisé que j'utilisais, et maintenant tout semblait plus net, plus vivant, plus vrai. Mais mon voyage n'était pas encore terminé. Mon mentor, avec la même sérénité que toujours, m'a fait comprendre qu'il y avait plus, que j'avais encore besoin de voir, de ressentir et de comprendre des choses qui remettraient en question
tout ce que je pensais savoir, sur le monde, sur moi-même, sur le temps lui-même. Et puis quelque chose d'impressionnant est apparu devant nous. Un immense écran fait d'énergie pure. Ce n'était pas exactement un écran tel que nous le connaissons, mais une surface vivante et palpitante, comme si le tissu même de l'univers avait été plié pour créer un espace de projection. C'était beau, intense et vibrait d'une énergie que je ressentais dans chaque atome de mon être. C'est sur cet écran cosmique que les images ont commencé à émerger. Des visions de ce qui semblait être mon avenir. Au début, ce n'étaient que des fragments, des images floues, comme des rêves dont on essaye de se souvenir au réveil. Mais petit à petit, certaines scènes ont commencé à devenir claires. Je me suis vu plus vieux, vivant dans une maison que je ne reconnaissais pas, une maison simple mais pleine de chaleur. J'étais entouré d'une famille, une femme au visage familier, même si je n'arrivais pas à la situer, et deux petits-enfants qui courèrent dans le jardin, riant de pure joie. La scène débordait d'amour et de contentement. Puis vinrent les visions d'une carrière. J'étais impliqué dans quelque chose de significatif, quelque chose qui semblait unir ma passion à un but. Je ne pouvais pas distinguer la position ou le lieu, mais l'émotion était claire. Je me sentais utile, fait, comme si c'était exactement là où c'était censé être. Mais tout n'a pas été facile. J'ai aussi vu les obstacles, les moments de doute, les jours de peur. J'ai compris que mon asthme ferait toujours partie de ma vie, mais plus comme un ennemi. Elle apparaissait désormais comme une compagne silencieuse, une enseignante patiente, qui m'apprenait les limites, le courage et l'acceptation. C'était comme si la maladie avait cessé d'être une prison et était devenue un pont vers quelque chose de plus grand. Ces visions m'ont profondément ému. Il y avait de l'espoir, bien sûr, et la joie. Mais j'avais aussi un frisson dans l'estomac, une douce anxiété pour tout ce qui était encore à venir. C'était la reconnaissance que, même avec de la lumière sur le chemin, la route nécessiterait de la force. Et puis, tout a changé. L'écran a commencé à vibrer à une fréquence différente. Les images de ma vie personnelle ont commencé à se dissoudre, laissant place à quelque chose qui semblait infiniment plus grand. C'est alors que je l'ai vu. Septembre 2025. Au début, je ne comprenais pas, mais bientôt la scène prit forme, et ce dont je fus témoin me laissa sans voix. Du ciel, une légion d'êtres lumineux descendit dans un silence absolu. Ils étaient grands, puissants, et rayonnaient une lumière si pure qu'elle semblait traverser tout, même moi. Ils avaient des ailes d'énergie scintillantes, et chaque battement semblait créer des ondulations qui résonnaient sur la toile de l'univers. C'étaient des anges, non pas dans le sens religieux traditionnel, mais dans leur essence la plus haute, gardiens de la lumière. De l'autre côté, le contraste. Des ombres sont apparues, des créatures faites d'obscurité vivante, comme de la fumée avec des intentions. Ils ont rampé à travers le monde comme une brume silencieuse, infiltrant les villes, les maisons, les cœurs. Il y en avait beaucoup, et ils avaient faim de chaos. La lumière et l'obscurité étaient sur le point d'entrer en collision. Et d'une certaine manière, cette bataille n'était pas seulement symbolique. C'était réel. Quelque chose était sur le point de se produire. Quelque chose de cosmique, oui, mais qui se manifesterait ici, sur Terre. J'ai ressenti le poids du moment. Mon mentor, remarquant mon étonnement, s'est approché de moi avec sa présence accueillante et m'a expliqué encore une fois sans mots, mais avec une clarté absolue, cette bataille serait décisive pour l'humanité, un tournant dans les époques. Et le plus effrayant et en même temps le plus inspirant était que le résultat dépendrait de nous, des choix que chaque personne ferait. Comment réagirions-nous face à la peur, à la haine, à la tentation de détourner le regard et de prétendre que ce n'est pas notre responsabilité? Elle a dit, la lumière ou l'obscurité grandira en fonction de ce qui est alimenté par nos actions. Je suis resté silencieux. Comment moi, un garçon ordinaire, avec une vie ordinaire qui pouvait à peine contrôler sa propre respiration, pourrais-je avoir un rôle dans quelque chose d'aussi grandiose? Et puis elle répondit, sans un son, sans un langage, seulement avec la vérité. Tu n'es pas petit. Aucun être humain ne l'est. Chaque acte de bonté, chaque choix d'amour plutôt que de peur, est une flamme allumée dans l'obscurité. Et à ce moment-là, j'ai compris. Mais mon mentor m'a assuré avec douceur et fermeté, chacun de nous a un rôle important à jouer, même si à première vue, ce rôle semble petit ou sans importance. Nous ne pouvons pas toujours voir l'impact immédiat de nos actions, mais cela ne signifie pas qu'elles sont vaines. Certaines graines fleurissent en silence hors de vue, mais transforment des paysages entiers au fil du temps. Alors que cette vision colossale commençait enfin à se dissiper, j'ai ressenti un changement interne presque physique. Je n'étais plus seulement Yago, le gamin asthmatique de Miami,
qui avait grandi entouré de médicaments, de soins et de peur. Je faisais désormais partie de quelque chose d'infiniment plus grand, un participant conscient et éveillé à un drame cosmique se déroulant bien au-delà des limites de la Terre et du temps. Et à ce moment-là, j'ai compris, j'étais revenu à la vie pour une raison, une mission, quelque chose qui allait bien au-delà de ma propre existence. La conscience de cette mission m'effrayait. C'était, après tout, une immense responsabilité. Comment quelqu'un d'aussi ordinaire que moi pourrait-il porter un tel fardeau? Mais en même temps, quelque chose de nouveau est né en moi, une force silencieuse, un désir presque sauvage d'accomplir ce but, une étincelle de détermination qui a grandi comme un feu sur du bois sec. J'ai regardé mon mentor, cette présence qui était amour pur, sagesse calme, avec des yeux pleins de questions. J'avais besoin de mieux comprendre ce que tout cela signifiait, pour moi, au monde, pour la vie elle-même. Remarquant mon esprit agité, mon mentor m'a conduit, avec une immense délicatesse, vers un nouvel espace. C'était un jardin, mais pas un jardin comme ceux de la terre. Il n'y avait pas de fleurs avec des pétales, ni d'arbres avec des feuilles. C'était plutôt un champ d'énergie vivante et pulsante, qui émanait la même sérénité que nous ressentons lorsque nous marchons pieds nus sur l'herbe mouillée, ou que nous écoutons le bruit du vent à travers les arbres. Là, tout vibrait en parfaite harmonie, comme un chant silencieux fait de paix. L'existence elle-même semblait respirer à cet endroit. C'est dans ce jardin éthéré que mon mentor a commencé à m'expliquer, avec cette communication sans mots, d'esprit à esprit, de cœur à cœur. « Iago », dit-elle, et je sentis son nom vibrer en moi comme un appel. Ce que tu as vu n'est qu'une fraction du grand plan de l'univers. La bataille dont tu as été témoin est la manifestation symbolique et énergique d'un conflit éternel, la tension entre la lumière et les ténèbres, entre l'amour et la peur. Cette lutte ne se déroule pas seulement dans les cieux, elle se déroule en chaque être humain chaque jour. Elle m'a expliqué que les anges que je voyais n'étaient pas des figures ailées comme dans les peintures, mais de pures représentations d'énergie aimante, d'intention positive et de compassion active. De même, les ombres représentèrent la peur, le doute, l'égoïsme, des forces qui se nourrissent de ce qui n'est pas résolu en nous. Puis j'ai demandé, mais pourquoi? Pourquoi? Mon mentor n'a pas répondu avec une logique froide, mais avec la tendresse de quelqu'un qui connaît chaque partie de vous, et même si je n'ai pas vu de sourire, où tu te sens. Une vague de profond accueil a parcouru mon être. Iago, m'a-t-elle dit, chaque âme a un rôle unique dans la grande trame de l'existence. Rien de ce que tu as vécu n'est dû au hasard. Ton asthme, aussi douloureux soit-il, a façonné quelque chose de rare en toi, la sensibilité, la compassion, le courage tranquille. Tu vois là où les autres ne voient pas. Tu ressens ce que beaucoup ne ressentent pas. C'est un don, et il sera essentiel pour l'avenir. Elle a ensuite révélé que mon expérience de mort imminente n'était pas seulement un accident ou une peur de la vie. C'était un appel, une opportunité de voir au-delà du voile de la vie quotidienne. Une chance de comprendre l'invisible. Vous reviendrez avec des connaissances que peu possèdent, a-t-elle déclaré. Mais cette connaissance s'accompagne d'une responsabilité. Dans les instants qui suivirent, elle commença à m'enseigner, comme un maître patient enseigne à un élève avide. Il a parlé de la nature de la réalité, à propos de la façon dont nos pensées, nos paroles et nos intentions façonnent non seulement nos propres vies, mais aussi la structure même de l'univers. Cela m'a montré que chaque acte de bonté, chaque pensée aimante, chaque choix fait avec le cœur, renforce les forces de la lumière, et de la même manière, chaque attitude égoïste, chaque pensée empoisonnée par la peur, la colère ou l'orgueil, alimente les ténèbres. La bataille que j'ai vue, m'a-t-elle expliqué, ne se fera pas avec des épées, des chars ou des bombes. Il sera combattu avec choix, avec des gestes, avec des actions quotidiennes menées par des gens ordinaires, comme moi, comme vous, comme nous tous. Et puis, encore une fois, elle m'a montré quelque chose d'extraordinaire. L'avenir n'était pas fixé. Ces images que j'ai vues, de guerre spirituelle, de chaos, d'espoir, n'étaient que des possibilités. Brouillon cosmique. Le stylo était encore entre nos mains. Le résultat dépendra de chaque personne. Elle m'a parlé d'équilibre, à propos de la façon dont la lumière et l'obscurité font partie de la même danse. Sans la nuit, nous n'apprécions pas le jour. Sans défi, il n'y a pas de croissance. Et puis elle m'a pointé du doigt, non pas avec un doigt, mais avec sa présence, et m'a rappelé, même mon asthme, cette maladie que je détestais tant, qui me causait si souvent de la douleur,
me préparait à la compassion, pour écouter, comprendre la valeur de la respiration, ce simple miracle que tant de gens ignorent. Là, dans ce jardin d'énergie, j'ai compris que rien n'est petit, aucun choix n'est sans importance. Un simple « bonjour » peut changer la journée de quelqu'un. Un geste de compassion peut briser une chaîne de douleur. Une pensée pure peut élever non seulement vous, mais aussi tout le monde autour de vous. Et puis mon mentor, avec la sérénité de 1000 soleils, m'a regardé, ou plutôt, s'est tourné vers moi, et dit, avec une douceur ferme, « Ton rôle, Iago, sera celui d'un phare. Et vous reviendrez avec des connaissances que peu possèdent, » a dit mon mentor, sa voix vibrant comme une chaude brise d'été dans ma poitrine, « et votre tâche sera de partager cette lumière avec le monde. » Elle ne s'exprimait pas en grands discours ni en gestes théâtraux. Rien de tel. Le message était simple, puissant et en même temps désarmant. Je devais transmettre ce que j'avais appris par de petits actes de gentillesse, par une compassion sincère, une écoute véritable, et de l'amour appliqué dans la vie de tous les jours. La révolution, m'a-t-elle montré, commence par le geste le plus humble. Alors que ces mots pénétraient profondément dans mon être, j'ai senti quelque chose changer en moi. Comme si un engrenage oublié s'était remis à tourner, comme si une lumière éteinte depuis longtemps s'était rallumée, illuminant des parties de mon âme dont je ne savais même pas qu'elles existaient. Je n'étais plus le même. Il n'était plus seulement Iago, le garçon de Miami qui avait toujours vécu dans l'ombre de l'asthme. Maintenant, j'ai compris, je faisais partie de quelque chose de bien plus grand, quelque chose de cosmique, quelque chose d'éternel, et j'étais prêt. Je ne l'ai pas ressenti dans mes pensées, mais au centre de ma poitrine. « Je suis prêt », dit-il sans faire de bruit. Mais mon mentor a compris. Bien sûr que tu as compris. Elle a toujours compris. Et puis elle a souri. Pas avec ses lèvres. Elle n'en avait pas besoin. C'était un sourire d'énergie, de présence. Un sourire qui m'enveloppait complètement, comme une couverture chaude par une nuit orageuse. J'ai senti son amour me traverser comme une lumière chaude traverse un verre coloré, peignant mon âme de sérénité et de courage. « Souviens-toi, » dit-elle, « tu n'es jamais seul. Même à ton retour, même lorsque le souvenir de cette expérience commencera à s'estomper, nous serons avec toi. » C'est à ce moment-là que j'ai senti l'environnement autour de moi changer. Avant, tout était lumière, chaleur, paix diffuse. Mais maintenant, cette lumière commençait à se concentrer sur un point devant moi, une colonne d'énergie pure qui semblait pulser, vivante, comme un cœur battant dans le vide du cosmos. Lentement, ce faisceau de lumière a pris forme, et puis, devant moi, est apparu ce que je ne peux décrire que comme un portail. C'était comme regarder le soleil, mais sans la douleur dans les yeux. Il y avait une invitation silencieuse, un appel irrésistible, et avec lui, un choix. Mon mentor, toujours à mes côtés, s'est à nouveau tourné vers moi. « Iago, » dit-elle, non pas avec des mots mais avec une pensée pure, « tu es maintenant confronté à une décision sacrée. » Le portail, expliqua-t-elle, représentait la continuation de mon voyage spirituel. Si je choisissais de le traverser, je laisserais derrière moi mon existence terrestre. Il n'y aurait plus de corps physique, plus de douleur, plus de maladies. Je continuerais à évoluer, oui, mais sur d'autres plans, loin des limitations et des joies de la terre. La tentation était réelle. Là, dans cet avion, je me sentais entière. Aucune douleur, aucune peur, sans le poids des poumons comprimés, des sirènes d'urgence ou des regards affligés de mes parents. Là, il n'y avait que de l'amour, du calme et de l'appartenance. Cela semblait si facile. Mais comme si mon mentor pouvait entendre même l'écho le plus silencieux de mon doute, elle m'a montré une autre vision. Et celui-là a fait mal. J'ai vu ma mère, Espoir, assis à côté de mon corps à l'hôpital, me tenant la main comme si sa vie en dépendait. J'ai vu les larmes couler sur son visage fatigué, le désespoir dans ses yeux. J'ai vu mon père debout près de la porte, les poings serrés et la mâchoire crispée, essayant d'être fort, mais s'effondrant à l'intérieur. J'ai vu mes amis, mes oncles, mes cousins. J'ai vu l'amour, j'ai vu de la douleur, et j'ai compris, avec une clarté qui coupait comme du cristal, ma vie avait encore un but. Chaque vie est précieuse, m'a dit mon mentor, et chaque expérience, aussi difficile soit-elle, est une rare opportunité de croissance. Si vous revenez, vous serez confronté à des défis, certes, mais vous aurez aussi l'occasion de faire la différence, d'être la lumière dont le monde a tant besoin. C'est à ce moment-là que les pièces se sont mises en place. Je me suis souvenu de la vision de la bataille cosmique. Je me suis souvenu de l'importance de chaque choix. Je me suis souvenu du message que j'étais censé délivrer. Et j'ai compris, profondément,
Ce n'était pas seulement un choix entre la vie et la mort. C'était un choix entre le confort personnel et la responsabilité collective. Revenir signifiait renoncer à la paix absolue, mais en échange, avoir la chance de changer des vies, y compris la mienne. J'ai regardé le portail, qui battait comme un cœur divin. Et puis j'ai regardé en arrière. J'ai vu mon corps, j'ai vu ma mère, j'ai vu le monde. Le cœur lourd, mais rempli d'une nouvelle force que je pouvais à peine nommer. J'ai fait mon choix. Je veux y retourner. Ai-je communiqué de tout mon être? Il y a tant de travail à faire, tant de personnes à toucher, tant de graines à planter. Mon heure n'est pas encore venue. Mon mentor m'a enveloppé d'une dernière vague d'amour. C'était comme un câlin de l'univers. Tu es courageux, Yago, et tu ne seras jamais seul. Souviens-toi, la vie est le plus beau des cadeaux, et chaque souffle, chaque seconde, est une occasion de répandre la lumière. Elle m'a prévenu, tendrement, que le retour ne serait pas facile. Mon corps avait subi un traumatisme profond. Je ressentirais de la douleur, et peut-être que les souvenirs de cette expérience s'effaceraient lentement, comme un rêve qui disparaît au réveil. Mais ce que j'avais appris, ce qui avait pris racine au plus profond de mon être, cela resterait. Et ainsi, avec mon âme en paix, avec mon cœur plein de détermination, j'ai commencé à sentir la réalité changer. La lumière autour de moi s'est intensifiée, puis a commencé à se dissoudre. Un son familier, le bip, le son rythmique des machines de l'hôpital, recommença à jouer petit à petit, comme une chanson oubliée. Mon corps, lourd, mes poumons, brûlent, ma vision est floue, mais j'étais de retour, et le voyage maintenant ne faisait que commencer. Yago, chaque fois que tu te sens seul, souviens-toi, nous serons là, commandant même, lorsque tu ne peux ni nous voir ni nous entendre. Ces mots résonnaient en moi comme un phare, tandis que je sentais mon corps être tiré en arrière, comme si je luttais contre un courant fort et implacable. Chaque mouvement demandait un effort énorme, comme nager dans des eaux turbulentes qui ne voulaient pas me lâcher. La lumière qui m'avait auparavant enveloppée, douce et chaude, a commencé à diminuer lentement, et je me suis retrouvé aspiré dans l'obscurité. Mais cette fois, l'obscurité ne m'a pas effrayé. Ce n'était plus un lieu de peur, mais un portail vers quelque chose de plus grand. Je savais, au fond de moi, que je revenais pour accomplir un but qui transcendait tout ce que j'avais vécu. C'était comme si l'amour et la détermination avaient allumé une flamme en moi, une force silencieuse qui me poussait en avant. J'ai accepté l'appel, je me suis abandonné au voyage de retour vers ma vie, prêt à affronter les défis qui m'attendaient et à être la lumière dont ce monde avait besoin. Le processus de retour dans mon corps était quelque chose qu'aucun mot ne peut expliquer correctement. C'était comme traverser des couches et des couches de réalités différentes, chacune plus dense, plus lourde que la précédente. La lumière qui m'avait auparavant complètement enveloppé s'estompait, jusqu'à me plonger dans une obscurité totale, presque absolue. Pendant un instant, j'ai senti la panique me serrer la poitrine. Où étais-je? Que se passait-il? Mais ensuite, les mots de mon mentor me sont revenus à l'esprit, comme un havre de paix. Tu n'es jamais seul. C'est à cette pensée que je m'accrochais, comme un naufragé à un morceau de bois au milieu d'une mer agitée. Soudain, j'ai recommencé à ressentir quelque chose. Mais ce n'était pas cette sensation légère, presque flottante, du monde de la lumière. C'était physique, intense et inconfortable. Une douleur aiguë dans la poitrine qui me rappelait ma lutte contre l'asthme. Un froid mordant qui semblait s'infiltrer dans mes os et une énorme lourdeur, comme si chaque cellule de mon corps luttait contre la gravité pour se déplacer. Lentement, très lentement, j'ai commencé à entendre des sons autour de moi. Au début, ce n'étaient que des bruits indistincts, comme si j'étais immergé à l'intérieur d'un cocon aquatique. Mais les sons devenaient plus clairs, le bip constant des machines, le murmure des voix inquiètes, le bruit des pas sur le sol froid en linoléum. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais j'avais l'impression que mes paupières étaient en plomb. J'ai essayé de bouger un doigt, un bras, n'importe quoi, mais mon corps ne répondait pas. J'étais coincé, piégé à ce moment-là entre deux mondes. C'est alors que j'ai entendu une voix, claire et familière, pleine d'amour et d'inquiétude. « Yago, mon fils, m'entends-tu » C'était la voix de ma mère, Esperanza, tant d'émotions en elle, tant de douleur et d'espoir mêlés. Ma mère était là, me tenant la main, me parlant doucement pour me calmer. Elle a dit que j'allais bien, que je commençais à me réveiller, que cela pourrait prendre un certain temps, mais que c'était un signe que je me battais pour revenir. Petit à petit, des flashs de ma vie me traversèrent l'esprit, des images de moments vécus, d'apprentissage profond. J'ai essayé de retenir chaque pensée,
comme si je retenais les dernières feuilles d'un arbre avant qu'elles ne tombent. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans cet état semi-conscient. Peut-être quelques minutes, peut-être quelques heures, voire quelques jours. Le temps semblait ne pas exister là-dedans. Mais petit à petit, j'ai commencé à sentir un doux contrôle revenir dans mon corps. D'abord un léger mouvement des doigts, puis la sensation de mes lèvres qui bougeaient, même si aucun mot ne sortait. Et après une éternité, mes yeux se sont ouverts. La lumière dans la chambre d'hôpital m'a aveuglé pendant un moment, et j'ai cligné des yeux plusieurs fois jusqu'à ce que je puisse me concentrer. Et puis elle était là, ma mère, les yeux rouges et gonflés à force de pleurer, mais avec un sourire qui illuminait tout autour d'elle. « Yago !» s'exclama-t-elle, en tenant ma main si fort qu'il semblait qu'elle ne voulait plus jamais la lâcher. « Dieu merci, tu es de retour. » J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche et douloureuse. Seul un son rauque sortait de ma bouche. C'est le docteur Alvarez, qui était de l'autre côté du lit, qui m'a rapidement offert un verre d'eau et une paille. Après quelques gorgées, j'ai enfin réussi à dire d'une voix faible mais ferme « Maman, je suis de retour. J'ai choisi de revenir. » Il y avait de la confusion dans ses yeux, mais aussi un immense amour et un profond soulagement. Le docteur Alvarez a commencé à me poser des questions, à vérifier mes signes vitaux, mais tout cela semblait lointain, comme si cela se passait en dehors de mon corps. Allongée dans ce lit d'hôpital, faible et souffrante, j'ai ressenti quelque chose de nouveau, plus vivante que jamais. Je savais, avec toute certitude, que mon véritable voyage ne faisait que commencer. J'étais revenu avec un objectif, porteur de connaissances précieuses et d'une mission qu'il m'appartenait désormais d'accomplir. Et rien ne m'empêcherait d'être la lumière dont le monde avait tant besoin. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre, et j'ai vu le ciel bleu vif de Miami. Dehors, le monde était exactement le même. Le soleil illuminait les rues, le vent faisait bruisser les feuilles des arbres, et le bruit lointain des voitures remplissait l'air. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait changé pour toujours. Je n'étais plus le même. Il y avait quelque chose de profond et de calme qui habitait maintenant ma poitrine. Un mélange d'amour, de sagesse et de détermination renouvelée. J'étais prêt à affronter tout ce qui arriverait, armé de la lumière et des connaissances que j'avais apportées de l'autre côté. Les jours qui ont suivi mon réveil à l'hôpital ont été comme des montagnes russes d'émotions et de défis. Mon corps, bien que vivant, était épuisé, douloureux et fragile. Les médecins m'ont expliqué que ce que j'avais vécu était une expérience traumatisante et que le rétablissement prendrait du temps. Du temps pour que mon corps récupère et pour que mon esprit retrouve également son équilibre. Mon asthme, qui était un spectre constant, semblait enfin sous contrôle, grâce aux soins intensifs que j'ai reçus. Mais même à ce moment-là, je savais que le véritable défi n'était pas physique, mais quelque chose de bien plus complexe, à l'intérieur de moi. Comment pourrais-je expliquer aux gens ce que j'ai vécu? Comment puis-je parler de la lumière, du mentor et des leçons que j'ai apprises de l'autre côté? Et peut-être le plus difficile, comment intégrer tout cela dans ma routine, dans ma vie de tous les jours? Au début, j'étais pleine d'envie de tout partager. J'ai parlé à mes parents, au docteur Alvarez, aux infirmières. J'ai parlé à tout le monde de la lumière qui m'entourait, de la voix de mon mentor qui m'a guidé, des leçons que j'ai apprises dans cette autre dimension. Certains m'écoutaient avec fascination, les yeux brillants de curiosité, tandis que d'autres le regardaient avec scepticisme et une certaine distance. Le docteur Alvarez, en particulier, a montré un grand intérêt, a posé des questions détaillées et a pris des notes minutieuses. Ma mère, Esperanza, observait tout cela avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Un jour, me tenant la main, elle m'a dit d'une voix douce « Mon fils, peu importe ce que tu as vu ou ressenti là-bas, ce qui compte vraiment, c'est que tu sois ici avec nous maintenant. » Au fil des jours, j'ai commencé à réaliser que tout le monde n'était pas prêt ou disposé à entendre mon histoire. Certains amis qui sont venus me rendre visite semblaient être mal à l'aise lorsque j'en parlais, orientant rapidement la conversation vers l'école ou ce que j'avais manqué pendant mon hospitalisation. Petit à petit, j'ai appris à choisir soigneusement quoi dire, à qui et quand. J'ai compris que la véritable leçon n'était pas de faire en sorte que tout le monde m'écoute, mais de vivre ce que j'avais appris, de laisser mes actions parler pour moi. S'adapter à la vie normale était un défi en soi. Des choses qui me semblaient autrefois cruciales. Les notes à l'école, les vêtements à la mode, les disputes insignifiantes, me semblaient désormais vides et sans importance face à la grandeur de mon expérience. En même temps, des détails simples commençaient à prendre un sens nouveau. Le sourire sincère d'un étranger, le doux chant des oiseaux le matin, la gentillesse inattendue d'un geste,
Tout semblait chargé de beauté et de sens. Ma relation avec l'asthme a également changé. Avant, je voyais la maladie comme un ennemi, quelque chose à combattre et à détester. Maintenant, même si cela restait un obstacle, je le voyais comme faisant partie de mon voyage. Une leçon constante de compassion et de résilience. Un rappel que le corps a ses faiblesses, mais que l'esprit peut devenir plus fort. L'une des plus grandes transformations s'est toutefois produite dans la façon dont j'entretenais des relations avec les gens. Je me suis souvenu des paroles de mon mentor sur l'interdépendance de tout, sur la façon dont chaque vie est connectée à une autre, de manière invisible et profonde. J'ai commencé à pratiquer davantage d'empathie, en essayant de voir au-delà des apparences, en cherchant à comprendre les batailles auxquelles chaque personne était confrontée en silence. À l'école, j'ai réalisé que j'étais plus patient, plus disposé à aider les camarades qui avaient des difficultés, plus ouvert à l'écoute et au soutien. Je me suis impliqué dans le bénévolat, pensant que chaque petit acte de gentillesse était une façon d'honorer ce que j'avais appris. Mais bien sûr, tout n'a pas été facile. Il y avait des jours où la responsabilité des connaissances que je portais me semblait être un poids écrasant. La vision du futur, la bataille cosmique à venir, pesait sur mon esprit comme une ombre immense. Comment pourrais-je, moi, un adolescent ordinaire, faire la différence face à quelque chose d'aussi grandiose? Dans des moments comme ceux-là, le doute m'envahissait presque. C'est lors d'une de ces crises que je me suis souvenu des paroles de mon mentor. Chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, renforce les forces de la lumière. À ce moment-là, j'ai compris que ma mission n'était pas de sauver le monde seul, mais d'être une lumière dans mon propre cercle, inspirant les autres à faire de même. Au fil des mois, j'ai remarqué que certains détails de mon expérience commençaient à devenir flous, comme s'ils s'échappaient de ma mémoire, comme un rêve qui disparaît au réveil. Les émotions et les leçons restaient vives, mais les détails exacts commençaient à s'estomper. Au début, cela m'a effrayé, mais j'ai vite compris que ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les détails précis, mais la façon dont j'applique ce que j'ai appris à ma vie quotidienne. Après tout ce que j'ai vécu, j'ai commencé à écrire un journal, non seulement pour enregistrer cette expérience intense, mais pour documenter chaque étape de mon parcours de croissance et de transformation. Chaque jour apportait ses propres défis, ses propres opportunités de mettre en pratique les leçons que j'avais apprises de l'autre côté, et ainsi, jour après jour, j'ai construit non seulement une nouvelle vie, mais une nouvelle version de moi-même. Je n'étais plus seulement Yago, le gamin asthmatique de Miami. J'étais quelqu'un qui avait entrevu quelque chose au-delà de l'ordinaire, quelqu'un avec un but plus grand, une mission à accomplir. La vie à laquelle j'avais choisi de revenir ne faisait que commencer, et j'étais déterminé à faire en sorte que chaque instant, chaque respiration compte. Aujourd'hui, 13 ans se sont écoulés depuis ce matin qui a tout changé. 13 ans se sont écoulés depuis que j'étais au bord de la mort et que j'ai choisi de revenir. Avec le recul, je constate que chaque jour depuis lors a été un voyage intense de découverte, de croissance et, bien sûr, de défis qui ont mis à l'épreuve ma force et ma foi. Beaucoup de choses ont changé au cours de cette période. J'ai terminé mes études secondaires, je suis allé à l'université et j'ai commencé à construire une carrière. Je suis en couple depuis 4 ans maintenant, avec une camarade de classe, quelqu'un dont je sens au plus profond de mon cœur qu'elle est la future épouse que j'ai aperçue lors de mon expérience de mort imminente. La vie a suivi son cours, comme pour nous tous, avec ses rebondissements et ses surprises. Mon asthme, c'est toujours avec moi, bien sûr. J'ai encore des mauvais jours, j'ai encore besoin d'utiliser l'inhalateur de temps en temps. Mais ma relation avec elle est totalement différente. Aujourd'hui, l'asthme n'est pas un fardeau. Ce n'est pas un ennemi que je dois combattre. C'est un rappel constant de la fragilité de la vie, de la préciosité de chaque respiration et de la force que nous avons en nous pour surmonter les obstacles qui surgissent en cours de route. Les connaissances et les leçons que j'ai tirées de cette autre réalité continuent de façonner chaque jour de ma vie. J'essaie de vivre avec un but, conscient de l'impact que mes paroles et mes actions ont sur les gens qui m'entourent. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments où je retombe dans mes vieilles habitudes, où je me perds dans des soucis futiles. Mais c'est dans ces moments-là que je me tourne vers la vision plus grande qui m'a été révélée, et elle me ramène, me centre. L'un des plus grands défis a été de porter le poids des connaissances sur l'avenir. La vision de cette bataille cosmique à venir, prévue pour septembre 2025, ne me quitte jamais la tête. À mesure que la date approche, je ressens un mélange d'anxiété et d'anticipation qui me traverse. Une partie de moi veut crier au monde entier, avertir tout le monde de ce qui va arriver. Mais j'ai appris, avec beaucoup d'efforts, que ce n'est pas la bonne voie.
Mon rôle n'est pas de répandre la peur ou d'essayer de convaincre ceux qui ne sont pas prêts à écouter. Mon rôle est d'être un phare, une lumière constante, inspirant les autres par mes actions et la façon dont je vis ma vie. Je m'implique de plus en plus dans le travail communautaire et dans des causes qui favorisent la gentillesse, la compréhension et l'empathie. Je crois que chaque geste, aussi petit soit-il, renforce les forces de la lumière. Il ne s'agit pas de grands actes héroïques, mais de petites actions quotidiennes qui, additionnées, font toute la différence. Parfois, je me demande si tout ce que j'ai vu va vraiment se produire. Ai-je tout bien compris? Mes actions, et celles d'autres personnes comme moi, peuvent-elles changer le cours des événements? Je n'ai pas de réponse claire à ces questions. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à vivre comme je l'ai appris, en étant convaincu que je suis sur la bonne voie. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises est l'importance d'être présent, de vivre l'instant présent. Même en connaissant l'avenir, j'ai compris que je ne pouvais pas m'y perdre. Chaque interaction, chaque rencontre, est une opportunité de diffuser la lumière, de faire la différence ici et maintenant. Regarder vers l'avenir me remplit d'appréhension, bien sûr. L'ampleur de ce qui nous attend est décourageante. Mais malgré la peur, je porte en moi un immense espoir. L'espoir que l'humanité puisse se rassembler, que nous puissions choisir la lumière même lorsque l'obscurité semble si forte. Je ne sais pas exactement ce que septembre 2025 nous réserve. Je ne sais pas comment cette bataille cosmique se manifestera dans notre monde physique, mais je sais que je serai prêt à l'affronter, non pas en tant que héros solitaire, mais en tant que partie d'un réseau vivant d'âmes connectées, chacune faisant sa part pour éclairer le monde. Alors que je me prépare à ce qui va arriver, une phrase de mon mentor résonne en moi, ferme et claire, tu n'es jamais seul. Cette vérité n'est pas seulement un réconfort vide de sens, c'est une force profonde que je sens pulser dans chaque fibre de mon être. Quel que soit le défi, l'obstacle ou l'ombre que l'avenir peut apporter, je sais que je ne parcours pas ce voyage seul. Il existe un réseau invisible de soutien, de lumière, d'énergie qui m'entoure et me soutient, même lorsque tout semble incertain. C'est avec cette certitude que je continue à vivre, jour après jour, avec de la gratitude dans mon cœur, de l'amour débordant dans mon âme, et un objectif qui me guide silencieusement. Je continue à partager mon histoire, mais pas pour convaincre qui que ce soit. Je partage pour inspirer, pour planter une graine d'espoir et de courage, chez ceux qui sont ouverts à l'écoute. Parce que tout le monde n'est pas prêt, et ce n'est pas grave. En même temps, je reste concentré sur moi-même, sur ma croissance, sur la recherche constante d'être la meilleure version de qui je peux être. L'expérience de mort imminente que j'ai vécue à l'âge de 17 ans n'était pas une fin, mais le véritable début, un portail qui m'a ouvert à un voyage quotidien et continu, plein d'apprentissage, de défis et de transformations. Je sais que la route est encore longue. Les jours, les mois et les années à venir portent en eux l'inconnu, et je ne peux nier que, même avec toute la préparation, je ressens encore une légère pointe d'anxiété. Mais plus forte que la peur est une profonde gratitude. Je suis reconnaissant pour cette seconde chance qui m'a été donnée, pour la sagesse que j'ai reçue, et pour l'opportunité de laisser ma marque, aussi petite soit-elle. L'avenir peut être un mystère, plein d'incertitudes, mais une chose reste aussi claire que la lumière du soleil. Chaque respiration que je prends est un cadeau, un rappel de la valeur de la vie. Chaque instant que je vis est une chance de faire la différence, de répandre la lumière dans l'obscurité qui parfois persiste à nous entourer. C'est avec cette pensée que j'affronte chaque nouvelle aube, avec un cœur ouvert et un esprit stable, prêt à affronter tout ce qui arrive, non pas comme un guerrier solitaire, mais comme une partie de quelque chose de plus grand, un fil dans la toile infinie de la vie, éclairant le chemin pour moi-même et ceux qui croisent mon chemin.